Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Aero Masterclass pour ce quatrième volet consacré à l'aviation d'affaires. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième épisode des tops et des flops, c'est-à-dire des jets d'affaires qui ont été des grands succès et ceux qui n'ont connu qu'un succès d'estime et encore. Nous nous intéresserons à l'origine et l'histoire de ces appareils, leurs caractéristiques et nous essaierons de comprendre pourquoi ils ont marché ou pas. J'ai pris quelques critères de sélection. L'avion doit avoir reçu un certificat de type dans la décennie concernée et avoir été livré à des clients. Je me présente brièvement. Je m'appelle Claude Draillard. J'ai été directeur financier de Dassault Falcon Jet, la filiale US de Dassault Aviation, et de Honda Jet. J'ai travaillé sur tous les aspects de l'aviation d'affaires, lancement de nouveaux avions, notamment le Falcon 7X, la gestion de programme, la fabrication, les ventes et la prévente. Je suis le fondateur de la société de conseil AvionGuard. Après deux chocs pétroliers successifs, l'ambiance générale dans le monde occidental est un peu morose dans les années 80. Inflation, chômage, conflits violents en Irlande du Nord, chocs sociaux des gouvernements Thatcher au Royaume-Uni et Reagan aux USA, arrivée de la gauche au pouvoir en France, etc. On découvre aussi une nouvelle puissance économique qui prend l'Occident par surprise par son dynamisme et ses innovations, le Japon. Dans tout cela, l'aviation d'affaires poursuit son chemin avec une offre sur le marché qui s'adapte à ces nouvelles réalités et gagne du terrain dans les économies dites avancées. Dans la lignée du top des années 70, le Citation 1 dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, nos amis de Cessna prennent en compte les retours clients et cherchent un moyen d'y remédier. Mais les capacités d'évolution du Cessna 500 Citation 1 sont désormais limitées. Il est temps pour les ingénieurs d'études de Cessna de retourner à la planche à dessin. Cessna lance alors le modèle 550 qui prendra la dénomination commerciale de Citation 2. L'avion, bien que fondé sur Citation 1, connaît des évolutions significatives qui entraînent un effort d'ingénierie pour les mettre en œuvre. Les clients se plaignaient en effet de la faible vitesse de croisière du Citation 1, ainsi que de ses limites en termes d'altitude et de nombre de passagers. Et non, le belted lave n'est plus une solution acceptable pour la clientèle. Le modèle 550 prend de l'embonpoint par rapport au modèle 500. Fuselage allongé de 1,14 m, masse à vide portée à 13 300 livres et envergure accrue de 1,60 m. Dans le même temps, la capacité de carburant augmente de près de 800 litres. Résultat, la capacité d'emport de passagers, en plus des deux pilotes, passe de 6 à 8 avec une augmentation de la hauteur cabine de 13 cm. La vitesse de croisière augmente de près de 10% par rapport aux Citation 1 et le plafond opérationnel passe à 43 000 pieds. Cessna annonce le lancement en septembre 1976, juste à temps pour le salon NBAA qui se tient à la Nouvelle-Orléans cette année-là. Le premier vol a lieu 5 mois plus tard. En mars 1978, soit 14 mois après le premier vol, la FAA lui octroie son certificat de type. Alors que toute l'industrie s'emploie à se concurrencer avec des avions plus lourds, plus performants et plus complexes, Cessna reste fidèle à la philosophie du Citation 1, un avion facile à piloter avec une instrumentation simple et des coûts opérationnels maîtrisés. Cessna se permettra d'ailleurs de faire une version dite single pilot, c'est-à-dire certifiée pour être opérée avec un seul pilote, FAR Part 23 pour les experts en certification, avec une légère modification du cockpit et quelques restrictions opérationnelles, notamment en emport de carburant. Cette version, qui a reçu sa certification FAA en juillet 1984, fait l'objet d'une formation de pilote spécifique. Elle prend le nom commercial de Citation 2 SP, SP pour Single Pilot, mais elle est techniquement identique aux Citation 2 et il n'y a pas de formation spécifique pour les équipes de maintenance. Alors, pourquoi ai-je choisi cet appareil comme top des années 80 ? Parce qu'il y a une curiosité dans la vie du Citation 2. En effet, une importante évolution intervient dès 1983 en dehors de la version SP. La remotorisation avec des réacteurs Pratt & Whitney JT15D-4B, un volume de carburant accru de 450 litres et surtout l'apparition d'une aile supercritique réduisant la traînée à haute vitesse et équipée de volets et ailerons et adoptant, enfin me direz-vous, un système de dégivrage avec bleed air remplaçant les boudins de bord d'attaque pneumatiques. Cessna l'appelle le Citation Super 2 ou S2. Curieusement, les clients ont moins apprécié cette version que celle d'origine. Devant la baisse de la demande, Cessna a donc été contraint d'arrêter la production du S2 après 160 exemplaires
et de relancer la fabrication du Cessna 2 en 1987, et cela jusqu'en 1994. Au final, les Cessna Citation 2 sont très appréciés des pilotes pour leur facilité de pilotage et d'emploi. Les coûts à l'heure de vol sont relativement faibles pour un avion de cette catégorie, au point que le Citation 2 SP se positionnait en concurrent d'avions turbopropulsés. Au total, 848 Cessna Citation 2, 2SP et S2 ont été livrés. Il est à noter qu'il existe deux STC de remotorisation des Citation 2, avec des moteurs Williams FJ44. Une portion minime de la flotte a effectivement été modifiée, mais en 2025, le coût d'application de ces STC est égal voire supérieur à la valeur de marché des appareils encore en vol. Il y a encore une autre évolution du Citation 2 au mi-temps des années 90, mais on en reparle une prochaine fois. Pour moi, alors que les avis divergent, le plus beau flop de l'aviation d'affaires des années 80, c'est le Mitsubishi MU300. Mitsubishi. Bien oui, Mitsubishi. Pour ceux qui ont séché les cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, Mitsubishi, ce n'est pas que le Lancer et autres voitures de rallye, ni que des gros porte-containers qui sillonnent les mers. L'histoire de Mitsubishi débute en 1870 avec M. Iwasaki et le développement de la machine à vapeur au Japon. Avec l'apparition de l'aviation et sous l'impulsion du gouvernement impérial, Mitsubishi Heavy Industries développe plusieurs appareils pour les forces impériales, dont un que vous connaissez tous, le A6M0 que chassait Papy Wellington. Eh oui, Mitsubishi l'aéronautique, c'est une vieille histoire. On en parlera peut-être un jour sur la chaîne. Nous sommes donc dans les années 1980. Le Japon émerge comme une nouvelle puissance économique avec un modèle social et économique que tout le monde étudie. Les industriels occidentaux sont fascinés par une main-d'œuvre disciplinée, productive et relativement peu chère, mais surtout par la robotisation et les méthodes de fabrication. Kanban, Kaizen et autres lean management trouvent leur source dans le Japon des années 80. Motivé par le succès relatif du MU2 et du F1, Mitsubishi veut étendre sa gamme vers le haut avec un petit jet dont le lancement est annoncé en 1977. Un premier prototype vole au Japon dès l'été 78, rapidement rejoint par un deuxième prototype. Mitsubishi, comme la plupart des grands groupes japonais, a les yeux tournés vers le marché américain. Ils reprennent donc un modèle éprouvé dans l'automobile, fabriquer les pièces au Japon, puis transporter les engins démontés jusqu'aux USA, en l'occurrence au Texas, où les appareils sont remontés, mis en vol et livrés. Sur le papier, tout va bien, et les premiers vols d'essai sont prometteurs, même si une quille ventrale est rapidement ajoutée au prototype. Les deux appareils sont envoyés à San Angelo, Texas, fin 1979. Mais voilà, alors que Mitsubishi a annoncé vouloir faire une certification en FAR Part 25, c'est-à-dire sensiblement équivalente à celle d'un avion de ligne, mais pour un appareil de 19 passagers maximum, les règles de certification changent. Suite à l'accident du vol American Airlines 191 le 25 mai 1979 et l'arrêt des vols de la flotte de DC-10, la FAA modifie les règles de certification pour certains éléments critiques, notamment le renforcement de la liaison moteur-nacelle-fuselage et le doublement des circuits électriques et hydrauliques. L'idée principale est de préserver des systèmes essentiels en cas de rotor burst ou de perte de moteur lors des phases critiques du vol. J'ai personnellement vécu un changement important de critères de certification pendant la phase d'essai d'un jet d'affaires, même si le contexte était moins dramatique. C'est du lourd. Les impacts sont considérables en temps, en coût et donc en marge future, en performance de l'appareil et subséquemment en la capacité de l'appareil à répondre à la demande des clients et à accomplir les missions promises. Pour nos amis de Mitsubishi, ce renforcement des règles de certification va décaler l'obtention du certificat de type de 11 mois, avec un TC finalement accordé par la FAA le 6 novembre 1981. La mise en conformité avec le certificat de type des avions déjà en production a pris du temps, et surtout plus de 600 livres d'embonpoint. Les premières livraisons ont lieu en juillet 82. Techniquement, l'avion n'est pas mal. La voilure supercritique avec un léger dièdre positif comporte des grands volets, des spoilers et tient les performances annoncées. Le Diamond, c'est son nom commercial, accueille jusqu'à 7 passagers et 2 pilotes et offre une distance franchissable d'environ 1100 nautiques grâce à ses deux réacteurs Pratt & Whitney Canada JT15D-4. À partir de 1984, les avions sont livrés avec un cockpit amélioré
et des moteurs JT15D-4D supportant une masse maximale au décollage plus élevée et permettant de passer des configurations à 8 passagers et des vols de 1250 nautiques. Ces appareils reçurent la dénomination de Diamond 1A. Mais voilà, la clientèle n'a pas été séduite. Les produits japonais n'avaient pas encore la réputation d'aujourd'hui, et bien que l'assemblage final fût réalisé aux USA, cela n'a pas suffi à rassurer un marché essentiellement nord-américain. Résultat, en plus des 2 prototypes, Mitsubishi a livré 62 Diamond 1 et seulement 27 Diamond 1A. 89 avions de série, ça fait pas l'herche comme dit Super Dupont. Mitsubishi continuera les évolutions et annoncera un Diamond 2, mais jettera l'éponge quelques mois plus tard, avec une quinzaine de queues blanches sur les bras. Ces avions et la chaîne de montage seront repris par Beech fin 1985. Après quelques modifications de leur crue, Beech transformera le Diamond 2 et le renommera Model 400 Beech Jet, puis Hawker 400, qui sera un succès commercial incroyable avec près de 1000 appareils livrés. Le résumé de ce flop est exactement ça. L'image de marque fait beaucoup, en bien ou en mal, et souvent plus que les qualités et défauts intrinsèques du produit. Avis aux ingénieurs, designers et spécialistes marketing, il est impératif de travailler ensemble. La fin de la guerre froide, Bill Clinton, la poignée de main entre Arafat et Rabin, la globalisation de l'économie, le déploiement du World Wide Web, de la téléphonie mobile, mais aussi l'apparition des musiques grunge et de la culture hip-hop. Les années 1990 ont été riches en bouleversements qui allaient, pour beaucoup d'entre eux, façonner les 20 à 30 années suivantes. Que s'est-il donc passé dans l'aviation d'affaires pendant ce temps ? Comme nous l'avons vu à maintes reprises, l'aviation d'affaires est surtout le fait de sociétés qui achètent des avions pour leurs propres besoins. Avec l'ouverture de l'ancien bloc soviétique et les premiers mouvements de globalisation, les entreprises ont besoin d'aller plus loin, dans de nombreux endroits encore moins avancés qu'avant en termes d'infrastructure. Cela veut dire que chaque client doit trouver son avion idéal, en prenant en compte la versatilité, la distance franchissable et la sécurité. Alors à votre avis, qui est sorti gagnant et qui est sorti perdant ? Le grand gagnant de cette période, c'est le Gulfstream 4, ou G4, comme les brokers l'appellent. De son entrée en service jusqu'à la livraison du dernier dérivé, plus de 900 G4 ou dérivés ont été construits. L'obsession pour Bombardier et Dassault dans ces années-là, c'est de battre le G4. Alors quelle est l'origine de cet appareil ? Gulfstream est alors depuis quelques mois la propriété de Chrysler, qui souhaite se diversifier dans la haute technologie. Malgré ce changement d'actionnaire, Gulfstream reste techniquement proche, certains diraient dépendant, de son ancien propriétaire et fondateur, Grumman. Gulfstream sent bien que ses clients, qui sont à l'époque à plus de 85% nord-américains, veulent aller plus loin. Seulement, faire un nouvel avion depuis une page blanche, ça coûte cher. Pendant ce temps, le Gulfstream 3 se vend toujours et plutôt bien. Alors que faire ? Eh bien, de même que le Gulfstream 3 était une version allongée aux ailes élargies du Gulfstream 2 des années 60, Gulfstream se lance dans un projet d'évolution majeure du Gulfstream 3. Que font-ils ? Comme le G3 avait été rallongé par rapport au G2, le G4 est à nouveau allongé pour pouvoir augmenter la capacité en carburant et en masse à vide. En parallèle, les vénérables moteurs Rolls-Royce Spey, dont l'origine remonte au milieu des années 50, sont remplacés par des Rolls-Royce Tay plus performants, plus silencieux et moins gourmands. Enfin, on s'attaque une fois encore au dessin de la voilure, afin de l'alléger, de diminuer la traînée et donc de gagner en distance franchissable. Juste pour le fun, au même moment, la voilure de Dassault pour le Falcon 50 est réemployée pour les Falcon 900 et 2000 avec très peu d'adaptation. Grumman et Gulfstream, intelligemment, décident de ne pas changer l'emplanture de l'aile, ni sa partie arrière, afin d'éviter d'avoir à modifier le plancher du fuselage et les surfaces de contrôle. Les résultats sont frappants. Une poussée augmentée de 800 livres, une distance franchissable augmentée de 300 nautiques, pour une masse maximale au décollage accrue de près de 3000 livres. La cerise sur le gâteau est pour les pilotes. Fini les jauges et les cadrans. Le G4 est le premier avion d'affaires à proposer un glass cockpit, c'est-à-dire un cockpit dans lequel les écrans dominent. C'est une révolution dans l'aviation d'affaires, autant que le portable sera bientôt pour les consommateurs moyens. À partir de 1993, Gulfstream met sur le marché une version dite Special Purpose, ou G4 SP,
qui apporte essentiellement de nouvelles configurations d'intérieur, des évolutions de l'avionique et surtout une masse maximale au décollage portée à 74 600 livres. Dans les années 2000, de nouvelles versions apparaîtront portant le total de livraison lors de l'arrêt du programme à plus de 900 exemplaires en plus de 30 ans de production. Les raisons de ce succès? Un bon avion, avec une base technique connue et éprouvée, un prix extrêmement compétitif, que des coûts de développement limités ont rendu possible, et une clientèle fidélisée, car elle reconnaît un style de l'avion et un style d'intérieur qui ont en fait peu évolué depuis le G2 des années 60. Marcel Dassault disait « Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau ». Dans le cas présent, ça n'a pas suffi. Nous parlons ici du Sinus-Swieringen ou Cyberjet SJ-30. Lancé par Ed Swieringen, l'homme du Piper Twin Comanche, fin 1986, le projet paraissait très séduisant avec un marché clair. Un light jet, soit un jet d'entrée de gamme pour l'époque, capable d'emmener 6 à 8 passagers sur 2000 nautiques à 41 000 pieds. À l'heure où les Falcon 10 et 20 étaient hors production chez Dassault ou presque, personne ne proposait une machine un peu sexy, un peu la Golf GTI de l'aviation d'affaires. Un avion compact, pratique, fun à piloter, avec de bonnes performances. Alors oui, peut-être Learjet, mais leur technologie était déjà ancienne et le look déjà un peu dépassé, avec cet effet tube étroit qui rappelle plus un F-104 Starfighter qu'un F-16 ou un Mirage 2000. Gulfstream, qui s'oriente déjà vers le haut de gamme, voit dans le projet d'Ed Swieringen un moyen de commercialiser un avion d'entrée de gamme pour fidéliser la clientèle et soutenir ses ventes futures. Un accord entre les deux parties est donc conclu en octobre 1988 et l'avion prend alors l'appellation de Gulfjet. Cette collaboration est de courte durée et dès septembre 1989, Swieringen s'associe à un autre Texan, Doug Jaffe. L'ingénierie est alors relocalisée de Savannah, principal établissement de Gulfstream, à San Antonio, au Texas, et la production est envoyée dans l'État du Delaware, entre Washington et New York. L'avion est renommé SJ-30, plus tard SJ-30-1. Le S, c'est pour Swieringen, et le J pour Jaffray. Le premier SJ-30 vole début 1991 et sera même présenté au Salon du Bourget cette année-là. Hélas, l'État du Delaware retire son soutien financier et le projet est sur le point de s'arrêter. Et voici Lockheed qui entre dans la danse. Ils viennent de vendre des F-16 à Taïwan et ont des engagements de compensation industrielle. Ils proposent aimablement à Swieringen de changer de cheval et de faire une société commune avec un investisseur taïwanais. Sino-Swieringen est alors créé et la ligne de production déménage à nouveau, direction la Virginie occidentale. La nouvelle société revoit sa copie à l'aune de l'évolution du marché depuis 1988. Le dessin de l'avion est revu avec un fuselage allongé de 1,30 m, une envergure qui prend 1,80 m avec l'objectif de fournir une distance franchissable nettement améliorée. Quelques mois plus tard, l'avion est équipé de moteurs Williams FJ44 et prend l'appellation de SJ-30-2. Deux appareils sont produits à des fins de certification. Celle-ci s'éternise, notamment parce que Sinus-Swieringen demande une certification supérieure à la part 23 pour s'affranchir de la limite de masse maximale au décollage de 12 500 livres. Le SN002 s'écrase lors d'un vol d'essai en avril 2003. Le 004, initialement prévu pour démontrer les opérations de maintenance, prend sa place et le SN5 devient l'avion premier article pour la maintenance. La certification est obtenue en octobre 2005. Le premier avion de série, le numéro 6, est livré un an plus tard. Pendant ce temps, les équipes commerciales se démènent et le carnet de commande s'étoffe. Lorsqu'un fonds de Dubaï prend le contrôle de la société en 2008, plus de 300 avions sont en commande. Malgré tout, la situation financière de l'entreprise se dégrade et la production cesse en novembre 2009. Moins d'un an après, la société constate qu'elle est incapable de lever des fonds et fait faillite. Le fabricant de la section arrière du fuselage rachète les actifs, dont le certificat de type, et promet sous la marque Cyberjet un SJ-30i avec une avionique Honeywell moderne. Toutefois, si un avion a été produit et a fait des vols de certification, je n'ai pas trouvé de traces ni d'une certification et encore moins de livraison du SJ-30i. Le site internet de Cyberjet évoque aussi un SJ-30X avec une nouvelle motorisation mais sans en dire beaucoup plus. Soyons clairs, peu de personnes dans l'industrie pensent à un renouveau de cet appareil pourtant performant.
Quelles conclusions peut-on ajouter aux conclusions partielles de la vidéo précédente en prenant en compte ces 2 décennies? J'en vois 3. Tout d'abord, avoir un bon avion qui tient les performances annoncées, ça ne suffit plus à assurer la réussite d'un projet. Clairement, et en corollaire, avoir une bonne technologie et la maîtriser, c'est nécessaire mais pas suffisant, et surtout ça coûte cher. Financer la R&D, la certification et l'industrialisation n'est pas un sport d'amateur. Tout coûte cher dans l'aéronautique. Et il faut malgré tout arriver à des prix de vente qui sont acceptables pour la clientèle et qui permettent de dégager de la rentabilité. Enfin, le pouvoir des marques et de l'image qu'elles véhiculent a rattrapé l'aviation d'affaires, bien plus tard que d'autres industries, mais elle est maintenant ancrée. Quelles ne furent pas d'ailleurs les difficultés pour Embraer ou Honda à se faire un nom sur ce marché, si tant est que ce soit maintenant chose faite. J'espère que ce 2e épisode des tops et des flops vous a plu. A bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, bon vol à tous.